Bonsoir et bienvenue sur Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez bien, moi aussi, et on va continuer la lecture d'un roman. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, on m'a donné tout à l'heure un roman et comme vous savez ils ne sont jamais couverts, donc du coup je n'ai aucune idée de ce qu'on va lire, on va le découvrir ensemble. En tout cas, si vous n'avez pas suivi comme moi ce qui s'est passé avant, eh bien je vous invite à regarder quoi d'ailleurs? À regarder les réseaux sociaux ou à regarder la page de l'émission. Peut-être d'abord la page de l'émission. Comme ça, vous pouvez vous refaire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Pour ça, facile, replay, C8, rubrique voyage au bout de la nuit. Et pour le reste, eh bien, les réseaux sociaux, Twitter, VBN, tout ça, Insta, Facebook et j'en passe, où on a notamment la page officielle de voyage sur Facebook. Et grâce à vous, eh bien, nous faisons régulièrement des améliorations. Par exemple, on avait une table, puis on a sorti la table. Ensuite, on avait des étagères avec des bouquins, puis on a sorti les étagères avec des bouquins. On avait un canapé gris, maintenant on a un canapé noir. Voilà, plein de petites choses comme ça qui sont incroyables. Incroyable. Alors n'hésitez pas vous aussi à participer pour changer encore des choses incroyables sur le décor de VBN. Et si vous voulez changer de lectrice, eh bien changez de replay. Voilà, et puis c'est pareil pour changer de roman. Alors, on va prendre... alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a des photos, on a des peintures. C'est joli, hein, je vous montre. Et, surprise, tadam! L'œuvre, avec un nom pareil. L'œuvre, ça me dit un truc, ça, c'est Zola, non? Bah oui, je vous fais marcher depuis le début. On va lire l'œuvre d'Émile Zola. Alors, Émile, on l'aime bien, Émile. Pour la petite anecdote, sachez qu'Émile n'a jamais eu son bac. Et oui, comme quoi, l'éducation nationale ne fait pas tout. Et on va eh bien commencer le roman, j'en ai bien l'impression. Je fais juste une petite vérification, mais on commence le roman, c'est ça? Allô, la régie? Bon, ils sont tous morts, ils doivent boire des cafés. Non, on commence bien le roman. J'ai pas entendu? On a vous avez une communication comme ça sur Voyage au bout de la nuit? Ah oui, je le commence. Confirmation. Alors, eh bien, je commence le roman. J'en suis fou, là, touchée, flattée. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Alors, attendez, je vais essayer de me tourner. Voilà. Position adéquate. Et c'est parti. Chapitre 1. Claude passait devant l'hôtel de ville et 2 heures du matin sonnaient à l'horloge quand l'orage éclata. Il s'était oublié à rôder dans les halles par cette nuit brûlante de juillet en artiste flâneur, amoureux du Paris nocturne. Brusquement, les gouttes tombèrent si larges, si drues, qu'il prit sa course, galopa dégingandé, éperdu, le long du quai de la Grève. Mais au pont Louis-Philippe, une colère de son essoufflement l'arrêta. Il trouvait imbécile cette peur de l'eau. Et dans les ténèbres épaisses, sous le cinglement de l'averse qui noyait les becs de gaz, il traversa lentement le pont, les mains ballantes. Du reste, Claude n'avait plus que quelques pas à faire. Comme il tournait sur le quai de Bourbon, dans l'île Saint-Louis, un vif éclair illumina la ligne droite et plate des vieux hôtels rangés devant la Seine. Au bord de l'étroite chaussée, la réverbération alluma les vitres des hautes fenêtres sans persiennes. On vit le grand air triste des antiques façades, avec des détails très nets, un balcon de pierre, une rampe de terrasse, la guirlande sculptée d'un fronton. C'était là que le peintre avait son atelier, dans les combles de l'ancien hôtel du Martois, à l'angle de la rue de la Femme sans tête. Le quai entrevu était aussitôt retombé aux ténèbres, et un formidable coup de tonnerre avait ébranlé le quartier endormi. Arrivé devant sa porte, une vieille porte, ronde et basse, bardée de fer, Claude, aveuglé par la pluie, tâtonna pour tirer le bouton de la sonnette. Et sa surprise fut extrême. Il eut un tressaillement en rencontrant dans l'encoignure, collé contre le bois, un corps vivant. Puis,
À la brusque lueur d'un second éclair, il aperçut une grande jeune fille, vêtue de noir et déjà trempée, qui grelottait de peur. Lorsque le coup de tonnerre les eut secoués tous les deux, il s'écria « Ah ben, si je m'attendais, qui êtes-vous? Que voulez-vous » Il ne la voyait plus. Il l'entendait seulement sangloter et bégayer. « Oh monsieur, ne me faites pas de mal. C'est le cocher que j'ai pris à la gare et qui m'a abandonné près de cette porte en me brutalisant. Oui, un train a déraillé du côté de Nevers. Nous avons eu 4 heures de retard. Je n'ai plus trouvé la personne qui devait m'attendre. Mon Dieu, c'est la première fois que je suis venue à Paris. Monsieur, je ne sais pas où je suis. » Un éclair éblouissant lui coupa la parole, et ses yeux dilatés parcoururent avec effarement ce coin de la ville inconnue, l'apparition violâtre d'une cité fantastique. La pluie avait cessé. De l'autre côté de la Seine, le quai des Ormes alignait ses petites maisons grises, bariolées en bas par les boiseries des boutiques, découpant en haut leur toiture inégale, tandis que l'horizon élargi s'éclairait. À gauche, jusqu'aux ardoises bleues des combles de l'hôtel de ville, à droite, jusqu'à la coupole plombée de Saint-Paul. Mais à ce qui la suffoquait surtout, c'était l'encaissement de la rivière, la fosse profonde où la Seine coulait à cet endroit, noirâtre, des lourdes piles du pont Marie aux arches légères du nouveau pont Louis-Philippe, d'étranges masses peuplaient l'eau, une flottille dormante de canots et d'ioles, un bateau lavoir et une dragueuse, amarrés sur le quai. Puis là-bas, contre l'autre berge, des péniches pleines de charbon, des chalands chargés de meulières, dominés par le bras gigantesque d'une grue de fonte. Tout disparut. « Bon, une farceuse, pensa Claude. Quelque gueuse flanquée à la rue et qui cherche un homme. » Il avait de la méfiance de la femme. Cette histoire d'accident, là, de train en retard, de cocher brutal, lui paraissait une invention ridicule. La jeune fille, au coup de tonnerre, s'était renforcée dans le coin de la porte, terrifiée. « Vous pouvez pourtant pas coucher là, » reprit-il tout haut. Elle pleurait plus fort. Elle balbutia. « Monsieur, je vous en prie, conduisez-moi à Passy. C'est à Passy que je vais. » Il haussa les épaules. Le prenait-elle pour un sot? Machinalement, il s'était tourné vers le quai des Célestins, où se trouvait une station de fiacre. Pas une lueur de lanterne ne luisait. « À Passy, ma chère, pourquoi pas Versailles? Hein, où diable voulez-vous qu'on pêche une voiture à 7 heures et par un temps pareil ?» Mais elle jeta un cri. Un nouvel éclair l'avait aveuglée. Et cette fois, elle venait de revoir la ville tragique dans un éclaboussement de sang. C'était une trouée immense. Les deux bouts de la rivière s'enfonçant à perte de vue au milieu des braises rouges d'un incendie. Les plus minces détails apparurent. On distingua les 2 petites persiennes fermées du quai des Ormes, les 2 fentes des rues de la Masure et du Pan Blanc, coupant la ligne des façades. Près du pont Marie, on aurait compté les feuilles de grands platanes qui mettent là un bouquet de superbe verdure, tandis que de l'autre côté, sous le pont Louis-Philippe, au Mail, les toux alignés sur 4 rangs avaient flambé, avec les tas de pommes jaunes dont elles craquaient. Les toux, il y a une petite note, c'est T-O-U-E-S et c'est des barques à fond plat, si vous ne le saviez pas. Mais vous le saviez. Et l'on vit encore les remous de l'eau, la cheminée haute du bateau lavoir, la chaîne immobile de la dragueuse, des tas de sable sur le pont en face, une complication extraordinaire de choses, tout en monde emplissant l'énorme coulée. La fosse creusée d'un horizon à l'autre, le ciel s'éteignit, le flot ne roula plus que des ténèbres. Dans le fracas de la foudre, « Oh mon Dieu, c'est fini, oh mon Dieu, que vais-je devenir ?» La pluie maintenant recommençait, si raide, poussée par un tel vent qu'elle balayait le quai avec une violence d'écluses lâchées. « Allons, allons, laissez-moi rentrer, dit Claude, c'est pas tenable. » Tous deux se trempaient à la clarté vague du bec de gaz, scellé au coin de la rue de la femme sans tête. Il la voyait ruisseler. La robe collée à la peau, dans le déluge qui battait la porte, une pitié l'envahit. Il avait bien, un soir d'orage, ramassé un chien sur un trottoir, mais cela ne fâchait de s'entendre rire. Jamais il n'introduisait de filles chez lui. Il les traitait tout en garçons qui les ignoraient, d'une timidité souffrante
qui cachait sous une fanfaronnade de brutalité. Et celle-ci, vraiment, le jugeait trop bête de le raccrocher de la sorte avec son aventure de vaudeville. Pourtant, il finit par dire « Voilà assez, montons, vous coucherez chez moi. » Elle s'effara davantage, elle se débattait. « Chez vous? Oh mon Dieu, non, 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 c'est impossible. Je vous en prie, monsieur, conduisez-moi à Passy, je vous en prie, à main jointe. » Alors il s'emporta. Pourquoi ces manières, puisqu'il la recueillait? Déjà 2 fois, il avait tiré la sonnette, enfin la porte céda, et il poussa l'inconnu. « Non, 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 monsieur, non, je vous dis que non. » Mais un éclair l'éblouit encore, et quand le tonnerre gronda, elle entra d'un bond éperdu. La lourde porte s'était refermée, elle se trouvait sous un vaste porche, dans une obscurité complète. « Madame Joseph, c'est moi !» cria Claude à la concierge. Et à voix basse, il ajouta « Bon, donnez-moi la main, nous avons la cour à traverser. » Elle lui donna la main, elle ne résistait plus, étourdie, anéantie. De nouveau, ils passèrent sous la pluie diluvienne, courant côte à côte, violemment. C'était une cour seigneuriale, énorme, avec des arcades de pierre, confuses dans l'ombre. Et puis ils abordèrent un vestibule étranglé sans porte, et il lui lâcha la main. Elle l'entendit frotter des allumettes en jurant. Toutes étaient mouillées. Il fallut monter à tâtons. « Prenez la rampe et méfiez-vous, les marches sont hautes. » L'escalier très étroit, un ancien escalier de service, avec 3 étages démesurés, qu'elle gravit en butant, les jambes cassées et maladroites. Ensuite, il la prévint qu'il devait suivre un long corridor, et elle s'y engagea derrière lui. Les 2 mains fila contre les murs, allant sans que ce couloir qui revenait vers la façade sur le quai. Puis ce fut de nouveau un escalier, mais dans le comble, celui-là, un étage de marche en bois qui craquait, sans rampe, branlante et raide comme les planches mal dégrossies d'une échelle de meunier. En haut, le palier était si petit qu'elle se heurta dans le jeune homme, en train de chercher sa clé. Il ouvrit enfin. « N'entrez pas, attendez, autrement vous cognerez encore. » Elle ne bougea plus. Elle soufflait, le cœur battant, les oreilles bourdonnant, achevées par cette montée dans le noir. Il lui semblait qu'elle montait depuis des heures au milieu d'un tel dédale, parmi une telle complication d'étages et de détours, que jamais elle ne redescendrait. Dans l'atelier, de gros pas marchaient, des mains frôlées, il y eut une dégringolade de choses, accompagnée d'une sourde exclamation. La porte s'éclaira. « Entrez donc, ça y est. » Elle entra, regardant sans voir, l'unique bougie pâlissait dans ce grenier, haut de 5 mètres, empli d'une confusion d'objets dont les grandes ombres se découpaient bizarrement contre les murs peints en gris. Elle ne reconnut rien. Elle leva les yeux vers la baie vitrée sur laquelle la pluie battait avec un roulement assourdissant de tambours. Mais juste à ce moment, un éclair embrasa le ciel et le coup de tonnerre suivit de si près que la toiture sembla se fendre. Muette, toute blanche, elle se laissa tomber sur une chaise. « Bigre !» murmura Claude, un peu pâle, lui aussi. « En voilà un qui n'a pas tapé loin. Il était temps. On est mieux ici que dans la rue, hein ?» Et il retourna vers la porte qu'il ferma bruyamment, à double tour, pendant qu'elle le regardait faire de son air stupéfié. « Là, nous sommes chez nous. » D'ailleurs, c'était la fin. Il n'y eut plus que des coups éloignés. Bientôt, le déluge cessa. Lui, qu'une gêne gagnait à présent, l'avait exterminé d'un regard oblique. Elle devait pas être trop mal, et jeune à coup sûr, 20 ans au plus. Cela achevait de le mettre en méfiance, malgré un doute inconscient qui le prenait, une sensation vague. Elle avait beau être maligne, elle se trompait si elle croyait le tenir. Il exagéra son allure bourrue, et il dit d'une grosse voix. « Hein ? Couchons-nous, ça nous séchera. » Une angoisse la fit se lever. Elle aussi l'examinait, sans le regarder en face, et ce garçon maigre, aux articulations noueuses, à la forte tête barbue, redoublait sa peur, comme s'il était sorti d'un conte de brigand, avec son chapeau de feutre noir et son vieux paletot marron, verdi par les pluies. Elle murmura. « Merci, je suis bien, mais je dormirai habillée. » « Comment habillée avec ses vêtements qui ruissellent ? Faites pas donc la bête. Allez, déshabillez-vous tout de suite. » Et il bousculait des chaises. Il écartait un paravent à moitié crevé. Derrière, elle aperçut une table de toilette, un tout petit lit de fer, dont il se mit à enlever le couvre-pied. « Non, non, monsieur,
C'est pas la peine, je vous jure, je resterai pas là. » Du coup, il entra en colère, gesticulant, tapant des poings. « Non mais à la fin, allez-vous me ficher la paix? Puisque je vous donne mon lit, qu'avez-vous à vous plaindre? Ne faites pas l'effaroucher, c'est inutile. Moi, je coucherai sur le divan. » Il était revenu sur elle d'un air de menace. Saisie, croyant qu'il voulait la battre, elle ôta son chapeau en tremblant. Par terre, ses jupes s'égouttaient, lui continuait de grogner. Pourtant, un scrupule parut le prendre, et il lâcha enfin comme une concession. « Vous savez, si je vous répugne, je veux bien changer les draps. » Déjà, il les arrachait, il les lançait sur le divan, à l'autre bout de l'atelier. Puis il tira une paire d'une armoire, et il refit lui-même le lit avec une adresse de garçon habitué à cette besogne. D'une main soigneuse, il bordait la couverture du côté de la muraille, il tapait l'oreiller, ouvrait les draps. « Vous y êtes, au dodo maintenant !» Et comme elle ne disait rien, toujours immobile, promenant ses doigts égarés sur son corsage, sans se décider à le déboutonner, il l'enferma derrière le paravent. Mon Dieu, que de pudeur! Vivement, il se coucha lui-même. Le drap étalé sur le divan, ses vêtements pendus à un vieux chevalet, et lui tout de suite allongé sur le dos. Mais, au moment de souffler une bougie, il songea qu'elle ne verrait plus clair. Il attendit. D'abord, il ne l'avait pas entendue remuer. Sans doute, elle était demeurée toute droite, à la même place, contre le lit de fer. Puis, à présent, il saisissait un petit bruit d'étoffe, des mouvements lents et étouffés, comme si elle s'y était reprise à 10 fois, écoutant elle aussi, dans l'inquiétude de cette lumière qui ne s'éteignait pas. Enfin, après de longues minutes, le sommier cria faiblement. Il se fit un grand silence. « Vous êtes bien, mademoiselle ?» demanda Claude, d'une voix très adoucie. Elle répondit d'un souffle à peine distinct, encore chevrotant d'émotion. « Oui, monsieur, très bien. Alors, bonsoir. »« Bonsoir. » Il souffla la lumière, le silence retomba, plus profond. Malgré sa lassitude, ses paupières bientôt se rouvrirent. Une insomnie le laissa les yeux en l'air sur la baie vitrée. Le ciel était redevenu très pur. Il voyait les étoiles étinceler dans l'ardente nuit de juillet, et malgré l'orage, la chaleur restait si forte qu'il brûlait, les bras nus, hors du drap. Et depuis tout à l'heure, vous me voyez manger des petits bonbons, absolument. J'ai la chance d'avoir une lectrice qui en laisse toujours éparpillés sur le canapé. Et ça me permet, moi aussi, de manger des petits bonbons quand je fais mes lectures. C'est pas merveilleux, ça? Voilà, il en reste un. Merci, Louise. Voilà, c'est elle. Je la dénonce. Alors, je continue. C'est super bon. Celui-là, c'est un goût cerise avec une petite pointe de coca. Pas mal du tout. Alors, cette fille l'occupait. Un sourd débat bourdonnait en lui. Le mépris qu'il était heureux d'afficher, la crainte d'encombrer son existence s'il cédait, la peur de paraître ridicule, et ne profitait pas de l'occasion. Mais le mépris finissait par l'emporter. Il se jugeait très fort, il imaginait un roman contre sa tranquillité, ricanant d'avoir déjoué la tentation. Il étouffa davantage et sortit ses jambes, pendant que la tête lourde dans l'hallucination du demi-sommeil, il suivait, au fond du brasillement des étoiles, des nudités amoureuses de femmes, toute la chair vivante de la femme qu'il adorait. Puis ses idées se brouillèrent davantage. Que faisait-elle? Longtemps, il l'avait cru endormie, car elle ne soufflait même pas. Et maintenant, il l'entendait se retourner, comme lui, avec d'infinies précautions qui la suffoquaient. Dans son peu de pratique des femmes, il tâchait de raisonner l'histoire qu'elle lui avait contée. Alors, frappé à cette heure de petits détails, devenu perplexe, mais toute sa logique fuyait. À quoi bon se casser le crâne inutilement? Qu'elle lui dit la vérité ou qu'elle lui mentit, pour ce qu'il voulait faire d'elle, il s'en moquait. Le lendemain, elle reprendrait la route. Bonjour, bonsoir. Ce serait fini et on se reverrait jamais plus. Au jour seulement, comme les étoiles pâlissaient, il parvint à s'endormir.
Derrière le paravent, elle, malgré la fatigue écrasante du voyage, continue à s'agiter, tourmentée par la lourdeur de l'air, sous le zinc chauffé du toit, et elle se gênait moins. Elle eut une brusque secousse d'impatience nerveuse, un soupir irrité de vierge dans le malaise de cet homme qui dormait là près d'elle. Le matin, Claude, en ouvrant les yeux, battit des paupières. Il était très tard. Une large nappe de soleil tombait de la baie vitrée. C'était une de ces théories que les jeunes peintres du plein air devaient louer les ateliers dont ne voulaient pas les peintres académiques. Ce que le soleil visitait, de la flamme vivante, de ses rayons. Mais un premier ahurissement l'avait fait asseoir, les jambes nues. Pourquoi diable se trouvait-il couché sur son divan ? Et il promenait ses yeux encore troubles de sommeil quand il aperçut, à moitié caché par le paravent, un paquet de jupes. Ah oui, cette fille, il se souvenait. Il prêta l'oreille, il entendit une respiration longue et régulière, d'un bien-être d'enfant. Bon, elle dormait toujours, et si calme, ce serait dommage de la réveiller. Il restait étourdi, il se grattait les jambes, ennuyé de cette aventure dans laquelle il retombait et qui allait lui gâter sa matinée de travail. Son cœur tendre l'indignait, le mieux était de la secouer pour qu'elle filât tout de suite. Cependant, il passa un pantalon doucement, chaussa des pantoufles, marcha sur la pointe des pieds. Le coucou sonna 9 heures et Claude eut un geste inquiet. Rien n'avait bougé. Le petit souffle continua. Alors il pensa que le mieux était de se remettre à son grand tableau. Il ferait son déjeuner plus tard, quand il pourrait remuer. Mais il ne se décidait point. Lui qui vivait là, dans un désordre abominable, était gêné par le paquet des jupes, glissé à terre. De l'eau avait coulé, les vêtements étaient trempés encore, et tout en s'étouffant des grognements, il finit par les ramasser un à un et par les étendre sur des chaises au grand soleil. S'il était permis de tout jeter ainsi à la débandade, jamais ça ne serait sec, jamais elle ne s'en irait. Il tournait et retournait maladroitement ses chiffons de femme, s'embarrassait dans le corsage de laine noire, cherchait à 4 pattes les bas tombés derrière une vieille toile. C'étaient des bas de fil d'Écosse, d'un gris cendré, long et fin, qu'il examina avant de les pendre. Le bord de la robe les avait mouillés, eux aussi, et il les étira, il passa entre ses mains chaudes pour la renvoyer au plus vite. Depuis qu'il était debout, Claude avait envie d'écarter le paravent et de voir cette curiosité qu'il jugeait bête redoubler sa mauvaise humeur. Enfin, avec son haussement d'épaule habituel, il empoignait ses brosses lorsqu'il eut des mots balbutiés au milieu d'un grand froissement de linge, et la laine douce reprit. Et il céda cette fois, lâchant les pinceaux, passant la tête, et ce qu'il aperçut l'immobilisa grave, extasié, murmurant « Ah, fichtre ! Fichtre !» La jeune fille, dans la chaleur de serre qui tombait des vitres, venait de rejeter le drap. Et anéantie sous l'accablement des nuits sans sommeil, elle dormait, baignée de lumière si inconsciente que pas une onde ne passait sur sa nudité pure. Pendant sa fièvre d'insomnie, les boutons des épaulettes de sa chemise avaient dû se détacher. Toute la manche gauche glissait, découvrant la gorge. C'était une chair dorée, d'une finesse de soie. Le printemps de la chair, 2 petits seins rigides, gonflés de sève, où pointaient 2 roses pâles. Elle avait passé le bras droit sous sa nuque, sa tête ensommeillée se renversait, sa poitrine confiante s'offrait dans une adorable ligne d'abandon, tandis que ses cheveux noirs dénoués la vêtaient encore d'un manteau sombre à fichtre. Elle est bigrement bien. Et on va s'arrêter là sur ce suspense. On va voir comment se passe la suite. En effet, c'est quand même pas facile de se réveiller chez soi avec une parfaite inconnue complètement nue dans son lit. On va voir ce que ça donne plus tard. Je vous retrouve pour une prochaine émission dans Voyage au bout de la nuit. Alors restez avec nous, restez avec moi et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de l'œuvre de Zola. Ciao.